Je crois que je vous en ai jamais vraiment parlé, mais qu'est-ce que j'aime l'herbe. Qu'est-ce que j'aime ça. Bon, on se retrouve après quelques jours de pause suite à Roland Garros 2022, ça fait extrêmement plaisir de vous retrouver, bien sûr, pour parler de Wimbledon 2022, ce format vous le connaissez, ça fait des lustres que ça existe sur Service Volé, on décline les grands favoris d'un tableau, donc là en l'occurrence Wimbledon 2022, Novak Djokovic certainement le grand favori de ce tournoi, et puis on va également parler des 3 semaines qu'il y a eu de préparation en amont de ce tournoi de Wimbledon avec Berrettini, Hurkacz qui ont bien fonctionné, Novak et Rafa comme à leur habitude ont passé 3 semaines au frigo, et on a eu également des déclats très intéressants de la part de Carlos Moya qui a dit que Rafa visait ni plus ni moins le Grand Chelem calendaire. Avant de vous parler du tableau avec le chenapan Maestro Tips, un petit mot sur mon sponsor, sur l'ensemble de la quinzaine, c'est Sobet qui est de retour après notre collab à Roland Garros, Sobet qui va proposer 4 challenges au total sur Wimbledon 2022, on va avoir des lots super sympas à remporter, des sacs de sport, des pistolets de massage, des mini baby-foot et des cartes Décathlon, des petites cartes pour dépenser des sous-sous chez nos amis de Decathlon FR. Pour participer, rien de plus simple, il suffit de télécharger l'application qui est dans la description, de rentrer le code parrainage SV quand vous vous inscrivez et de rentrer à minima 5 pronostics par challenge. C'est la régalade, ça fait plaisir et nous on enchaîne immédiatement avec la vidéo du jour. On va commencer tout de suite par ce qui est pour nous, toi et moi, le grand favori de ce Wimbledon 2022, c'est Novak Djokovic. Alors je vous montre le tableau tout de suite de Novak et on va décliner les différentes forces en présence. On va commencer par le champion serbe. Donc pour l'instant, Maestro, une année catastrophique, c'est comme ça qu'on peut la résumer? Ouais, on peut la résumer comme ça, clairement. Son match contre Rafa, je sais pas si on peut parler de contre-performance, mais voilà, force est de constater que c'est une défaite en quart de finale. Ouais. Et puis il a très peu joué en dehors de ça, forcément. C'est pas non plus seulement de sa faute, puisqu'il y a eu plein d'histoires, on les connaît. Mais voilà, évidemment, au niveau des points et au niveau des victoires, c'est très très loin des standards. C'est clair. Alors on résume, il est à 16 victoires, 5 défaites sur cette saison 2022. Il a gagné Rome simplement, en amont de Roland Garros. Il tombe, comme tu l'as dit, à demi-mot sur un Rafa de gala en quart de finale à Roland, qui lui a sorti, il est arrivé... combat de boxe, je te rentre dedans, je t'envoie des pépites dans tous les sens. Et là, il y a surtout, à mon sens, une victoire impérative pour Novak, parce que là, il y a clairement, pour jouer l'US Open, ça risque d'être très compliqué avec la situation par rapport au Covid. Pour l'instant, on peut toujours pas avoir de ressortissants étrangers qui viennent aux États-Unis sans être vaccinés. Et puis, il y a aussi un élément important pour lui, c'est la collaboration avec Goran. Pour l'instant, c'est un demi-échec depuis le début de la saison. On sait qu'il s'est séparé de Marianne Vajda il y a quelques mois. Et il y a également eu des tensions au niveau tactique entre Goran et Novak à Roland Garros. Ivan Izevich qui n'était pas du tout content de la manière dont Novak a joué et abordé cette rencontre. C'est un tournoi essentiel pour cette collaboration. Comme toute collaboration, il faut des résultats. Et encore plus quand c'est une collaboration avec Novak, puisqu'il a été habitué à avoir des résultats flambants depuis 10 ans, voire plus. Donc ouais, forcément, évidemment, que si tu gagnes pas 90% de tes matchs sur l'année calendaire, ça te fait bizarre. Et évidemment, il va falloir des résultats et il a une petite pression, je pense. Oui, c'est une pression. Alors après, Novak, on sait qu'il a l'habitude de la gérer, de la boire même, si je peux me permettre. Je vous montre le bon tableau, parce que tout à l'heure, je vous ai montré la mauvaise partie. Donc on a un Novak qui, à mon sens, a un tableau quand même assez open bar jusqu'en finale. On en discutait un peu en off avant l'enregistrement de cette vidéo. On a du Kwon au premier tour, on a du Kokinakis éventuellement au deuxième tour, Kecmanovic également qui rôde, on a du Opelka, on a du Sinner. Mais dans l'ensemble, on a du mal à voir tous les deux Novak s'incliner avant la demi-finale, voire la finale, si on essaye de voir les forces en présence, et surtout son niveau à Novak sur cette surface. C'est clairement le grand patron depuis que Federer est parti, enfin même si là peut-être qu'il va revenir en fin de saison, mais bon, on sait que Roger là c'est vraiment la fin. Donc c'est Novak, le patron clairement, c'est le meilleur joueur actuel sur gazon, dans un style un peu barbelé, avec de l'attaque très contrôlée et parcimonieuse, et surtout il a les petits pas d'ajustement. C'est un joueur qui mouline énormément en termes de footwork, qui a une anticipation qui est all-time, une petite main aussi pas dégueulasse, et les points gratuits également sur son service. Donc c'est le package complet Novak, dans un style qui n'est pas forcément le style classique sur gazon des années 70, 80, 90, avec les serveurs volleyeurs. Il fait quelque chose de différent, mais c'est extrêmement fonctionnel. Et puis on le rappelle aussi, 6 victoires pour Novak, 5 des 7 derniers Wimbledon dans sa poche.
Donc clairement, voilà, à mon sens, c'est le grand favori par rapport à ses qualités tennistiques intrinsèques, mais aussi par rapport au tableau. J'avais une petite question pour toi par rapport à Novak justement. Est-ce que tu penses qu'il peut être rattrapé par la pression? Est-ce qu'il peut te choquer à ton avis avant la finale en termes mental, émotionnel? Parce qu'on l'a vu contre Rafa. Alors certes, il a un bon passage dans le deuxième set, il a un bon passage aussi dans le début du quatrième, mais globalement l'attitude au niveau de l'engagement, mentalement aussi, on l'a senti un peu emprunté quand même sur de larges portions de la rencontre. Après c'est aussi dû au niveau bien sûr de Rafa hein, sur ce quart. Mais là avec tous les projecteurs braqués sur lui, avec la pression inhérente à ce Wimbledon 2022 où clairement il joue sa saison, tu penses que c'est le type de joueur qui peut tilt un peu, qui peut te choquer? Honnêtement, je pense que tu m'aurais dit ça pour n'importe quel autre joueur que Djoko ou Rafa, je t'aurais dit oui évidemment, mais pour ces deux-là, pour moi on reste en dehors des frontières du réel et en dehors de tout ça, et qui plus est avec Novak qui a un travail monstrueux là-dessus depuis des années et des années sur le self-control, sur la méditation, sur le calme et la paix intérieure. Donc j'ai du mal à croire. Après, voilà, on sait que ça reste un humain malgré tout, mais j'ai du mal à croire quand même qu'il puisse être touché à ce point pour contre-performer ici. Oui, alors il y a aussi le rythme en format 3-7 gagnants. Bon là, il a joué quelques matchs évidemment à Roland-Garros qui vont pouvoir lui servir de repère. Mais on l'a vu, peut-être, ça a été l'un des facteurs contre Rafa, c'est ce manque d'habitude, de repères en n'ayant pas joué l'Open Australie. Ça faisait très longtemps qu'il n'a pas joué de match en 3-7 gagnants. Ouais. Ça peut également être un élément, mais là il va pouvoir rentrer à sa main, je pense, hein, sur ce tournoi de Wimbledon 2022 avec des matchs tremplins au moins sur les premiers tours. Donc ça devrait, je pense, plutôt bien se passer. On reviendra peut-être sur Novak à la fin de la vidéo. On va basculer maintenant sur Rafa Nadal, qui a un tableau pas évident, mais j'ai l'impression que c'est toujours un peu la même chose avec Rafa, des tableaux pas faciles, et au final, la mer qui s'ouvre en deux devant lui, il arrive à ne pas jouer forcément les gros noms qui sont dans sa partie. Mais là, c'est quand même un tableau complexe. On résume hein, la saison de Rafa depuis le début. C'est 30 victoires, 3 défaites simplement. Il a gagné, bien sûr, Melbourne, le tournoi préparatoire, l'Open Australie, Acapulco et Roland-Garros. Il y a simplement quelques semaines. On a eu une opération pour Rafa au pied qui a été concluante entre Roland et Wimb. Manifestement, la douleur, elle est amoindrie depuis cette petite opération. Il a dit après Roland-Garros hein, qu'il voulait pas jouer sous infiltration après un tournoi passé sous infiltration du début à la fin. Un pied endormi et pourtant une victoire assez éclatante sur ce Roland-Garros 2022. Il y a eu un premier doublé Open d'Australie, Roland-Garros cette saison, et là clairement il peut rêver grand, comme diraient nos amis du Paris Saint-Germain. Il y a clairement des ambitions qui peuvent être projetées par rapport à cette fin de saison. Rafa, c'est un shotmaker incroyable avec son coup droit, c'est un QI tennis illimité, donc sur gazon c'est très utile. Les petits slices, les amortis, une très grande lecture de jeu aussi de la part de Rafa, donc il a tout le package pour pouvoir bien s'exprimer sur cette surface. Faudra aussi surveiller, je pense, la qualité de service pour Rafa. C'est parfois fluctuant, mais il va falloir convoquer, je pense, une première balle, en tout cas une puissance de service assez importante. 180-185 km/h, on peut y penser. Et il y aura toujours ce service slicé côté avantage qui est une arme massive en tennis. C'est pour ça qu'être gaucher en tennis, c'est quand même plutôt pas mal. On regarde son tableau justement, Maestro. Pour toi, Rafa, comment tu le situes? Écoute, en fait, pour moi, bon, déjà, évidemment, ces premiers tours, ça devrait normalement bien se passer. On peut éventuellement parler de Querrey qu'il est censé affronter au deuxième tour, mais ça reste un surbot, ça reste un match en best of 5 où Querrey est très limité physiquement et à part avoir une bonne qualité de service et encore qui est amoindrie par rapport aux années précédentes, ouais. Il ne pourra pas faire grand chose et je pense que évidemment Nadal a une marge très conséquente face à ce genre de joueurs. Les surbots, ça l'a jamais vraiment trop gêné, donc voilà, pour moi il va avancer tranquillement là-dessus et en fait sa partie tableau et son Roland-Garros dépendra pour moi de la manière dont Félix aborde lui son tournoi, parce qu'il va jouer Crécy au premier tour, ça peut être un premier tour extrêmement piège, ouais. Et que s'il arrive à battre Crécy, à monter en confiance, en gamme, pendant tout le long du tournoi, il peut arriver devant Rafa avec un niveau extrêmement bon, avec lequel on l'a déjà vu sur gazon, et là ça peut éventuellement faire mouche, et je dis bien éventuellement parce que contre Rafa je prends toujours des pincettes.
Oui, c'est clair. D'ailleurs, petit mea culpa hein, par rapport à Roland Garros, on était, nous, assez sceptiques hein, par rapport à une éventuelle victoire et on s'est fait totalement démentir par Rafa. Dans sa partie sur ce tournoi, on a Kudla, hein, qui est toujours un joueur périlleux sur cette surface. On a également Richard Gasquet, bien sûr, qui pourrait éventuellement nous faire un truc, je plaisante. On a Marin Cilic, qui serait éventuellement un gros test hein, sur un 8ème de finale, mais c'est un peu toujours la même chose. Un Rafa qui a 3 matchs au compteur, qui arrive sur Marin Cilic, c'est pas là pareil que de le jouer au premier ou au deuxième tour. Tu as fait une mention sur Sam Querrey, on a également... Voilà, je pense que c'est Félix hein, qui est tout en haut de ce cas, hein, qui représente la plus grande menace pour Rafa. Au niveau physique, au niveau de la prépa, tu le vois enchaîner comme ça Wimbledon, Roland Garros et Wimbledon à son âge avec cette intensité? Bah tu sais, moi je le voyais tout juste capable de se présenter à Roland Garros après avoir fini le match quasiment en fauteuil roulant contre Shapovalov. Il a gagné très largement, donc je suis prêt à tout voir honnêtement avec Rafa. Je prends le cerveau, je le pose et j'attends de voir ce qui va se passer. C'est ça, hein. En fait on essaye de rationaliser, on essaye d'analyser, on essaye de se projeter aussi hein, sur ces avant-tournois, mais en fait quand on parle de Novak, quand on parle de Rafa, quand on parle de Roger, qu'est-ce que tu veux dire si ce n'est parfois juste regarder, admirer et te rendre compte que ces gars-là ils sont totalement paranormaux. On a fait notre petit passage sur Rafa, on va enchaîner avec celui qui est certainement le meilleur des autres. C'est Matteo Clocchitini, bien sûr. On est à 18 victoires, 6 défaites sur ce début de saison, pas mal de blessures, hein. C'est un joueur qui est souvent arrêté, les abdominaux notamment qui se posent problème hein, chez Clocchitini. Il a gagné Stuttgart, il a gagné le Queens, il a fait une demi-finale à l'Open d'Australie contre Rafa en début de saison. C'est un joueur, quand il est, on va dire, à son top physique, il est extrêmement difficile à battre. Sur cette surface, on a un combo service coup droit qui est absolument imparable. C'est un joueur, c'est très très difficile de l'isoler sur son revers, sauf si tu t'appelles Maestro, Novak et Rafa. Là c'est possible. Et voilà, il y a un joueur qui est en cristal, qui pose des questions au niveau physique. On a eu les abdos au Masters 2021, on a eu Acapulco où il se blesse, la main après Indian Wells. Mais c'est un joueur qui est totalement redoutable et on observe justement son tableau et justement je vais te laisser un peu décliner les possibilités de Berrettini. Ouais, bah évidemment, enfin, on va en parler un tout petit peu, mais déjà il y a une chose à préciser, c'est que depuis Wimbledon 2019, Berrettini sur gazon c'est une seule défaite et c'est le match en finale contre Djoko l'an dernier. Sinon, bah voilà, sur gazon il a une marge exceptionnelle sur ses adversaires et en fait il a un jeu parfait pour ça. Ouais. Il fait extrêmement bien, il trouve des super angles, malgré sa taille, parce qu'il est quand même assez grand, il se déplace très bien. Donc ouais, évidemment, il a une grosse marge. Et puis là, il aura l'occasion de rentrer. C'est-à-dire que là, il a 3 matchs, qui sont vraiment des aubaines, quoi. Quand tu joues Gall, derrière, c'est Hussler ou Grenier, et probablement derrière, Bonzi. Puis derrière Dominor ou Schwartzmann, enfin je veux dire là c'est le paradis. Alors après t'as Tsitsipas ou Kyrgios en face, un des deux, ça peut être chiant, forcément on peut pas les enlever, mais il a l'air quand même d'avoir une marge assez conséquente sur cela. Et avant Rafa, qui pourra embêter Berrettini? Honnêtement, je vois pas beaucoup. Un Kyrgios des très grands jours, mais Kyrgios pourra difficilement arriver jusque là, donc ouais, non, Berrettini, moi je demande qu'à voir le Berrettini Rafa en demi. Bah, tu me dis en fait Kyrgios Berrettini en premier tour, oui, là il y a moyen, mais là ce serait un Kyrgios Berrettini en quart de finale, donc on aurait c'est ça le problème. Un Nick qui, on peut imaginer, aurait passé beaucoup de temps sur le court, et physiquement, bon, c'est pas quelqu'un qui peut enchaîner les matchs en 3-7 gagnants d'une façon illimitée, quoi. Bah, et puis même mentalement, enfin voilà, tenir 2 semaines mentalement pour Kyrgios c'est peut-être le plus compliqué au final. Ouais, c'est ça, ouais, carrément. Donc en fait Berrettini pour moi il représente aussi quelque chose dans cette nouvelle génération c'est un joueur qui est énorme service, énorme coup droit comme on l'a dit, mais il y a une petite faiblesse structurelle avec son revers. Si tu arrives à relancer long profond sur son revers, tu peux réussir à le désactiver, mais là faut être un relanceur totalement all-time. C'est que y a plein de joueurs, on sait ce qu'il faut faire pour les emmerder, hein, mais c'est tellement dur de le faire, et c'est tellement...
il est très bon dans ce qu'il fait, il le fait très bien, il récite ses gammes sur le gazon, et même là, tu vois, il revient d'une longue période quand même sans jouer, il revient avec un niveau qui est pas bon, mais il est là, il est clutch, il sait être bon quand il faut, et au final, même en étant assez loin de son meilleur niveau, bah, il a quand même gagné les tournois, pas sans problème, mais presque, quoi. Ouais, c'est ça, tu parles de marge, et également on le rappelle, hein, c'est un joueur sous pression qui est phénoménal, hein, Berrettini. Ça se voit pas forcément contre Rafa et contre Novak, mais contre tous les autres, c'est évident. Tu sais qu'il y a une balle de break, le gars il va jouer à son prime quasiment systématiquement. Donc Matteo Berrettini, évidemment 3 étoiles, un joueur à surveiller sur ce tournoi de Wimbledon 2022. On enchaîne avec Ubi Hurkacz, qui a gagné Halle en préparation de Wimbledon. On est à 28 victoires, 11 défaites sur cette saison. Un peu plus de régularité chez Ubi, je trouve, ces derniers temps. C'est un outsider crédible, très clairement, hein, sur ce tournoi. Il a battu F2A, Kiggs, Medvedev à Halle, c'est quand même pas mal, hein, c'est une petite brochette sympathique. En termes de technique, on a un gros service bien sûr, hein, pour Ubi, un peu dans la même catégorie que Berrettini. Peut-être Berrettini fait peut-être un peu plus de choses avec son service, mais bon, ça reste à déterminer. Donc des points gratuits sur son service, une stabilité et une envie d'aller vers l'avant, je trouve, chez Ubi, qui est précieuse sur gazon. Tu le sens comment, notre petit charismatique polonais? J'aime beaucoup, et je pense qu'il peut aller loin. Alors, c'est étonnant parce que tu vois, entre son match contre Ruud à Roland, qui est pas bon du tout, son match contre Fuxo derrière, qui est pas bon du tout, son match contre Cressy, qui est pas bon du tout, et puis on a l'impression que ça a libéré quelque chose chez lui. Derrière, il est monté en gamme. Effectivement, il a sorti Hugo, il a sorti Félix, il a sorti Kyrgios, Medvedev, etc. Donc il fait un tournoi quand même de fou. Ça lui a donné énormément de confiance. Je pense que ça lui a fait beaucoup de bien. Et là, on voit qu'il a un tableau qui est quand même très propice à faire quelque chose de sympa. Bon, c'est Foki, premier tour. Vous savez l'amour que j'ai pour Foki, mais malheureusement, je me vois mal lui poser beaucoup de problèmes. Derrière, c'est Coria ou Vesely. T'as Tommy Paul, mais qui je pense peut pas être un danger sur un best of 5. Nori Dimitrov, c'est pareil, c'est bon, mais j'ai du mal à les voir capables de battre Ubi. Et puis en haut, c'est la partie de Ruud qui est là, mais qui est un peu, je pense, un épouvantail et qui laissera probablement de la place à une autre surprise dans ce quart de tableau. Ouais, c'est sûr. Hein. Moi, quand j'ai vu Casper Ruud de TDS3 à Wimbledon, j'ai fait un petit AVC en fait. On est venu me récupérer. On est venu me récupérer et ouais, j'ai passé une demi-journée sur un lit d'hôpital. C'était très difficile, mais c'est bon, je suis remis là maintenant. Je suis prêt à affronter cette petite dinguerie quand même, hein, de voir... Et à partir à la guerre. Ouais, c'est ça. On bascule avec un autre outsider plus de ce tournoi, un joueur que je crois qu'on apprécie plutôt bien tous les deux, Maestro. C'est Félix Auger-Aliassime. On l'apprécie déjà premièrement, mais deuxièmement, c'est que on sait tellement de quoi il est capable, qu'on a envie de le voir jouer à son prime et de le voir embêter Rafa comme il l'a embêté à Roland, de le voir jouer son top tennis pendant 2 semaines, comme son compatriote dont on parlera peut-être rapidement tout à l'heure. C'est pareil, c'est des mecs qu'on a envie de les voir jouer à leur maximum, quoi. Tu parles de faire des choses magnifiques. J'imagine que tu parles de Milos Raonic, Maestro. Bien évidemment. Donc pour résumer, un F2A, on est sur 30 victoires, 15 défaites depuis le début de la saison, donc il y a quand même un gros volume de matchs. Un service d'élite très difficile à lire, selon Novak Djokovic himself. Donc quand Novak dit que ton service est difficile à lire, on l'écoute. Ça c'était après Rome, hein, bien sûr. On a eu un beau début de saison. Daniil versus Daniil à l'Open Australie, match complètement épique contre Novak à Rome. Gros match, grosse fin de match dans le deuxième set. Et évidemment, contre Rafa, il est tout proche de faire basculer Rafa dans le côté sombre de la force à Roland. 3 défaites méritantes, j'ai envie de dire, pour Félix. Et c'est peut-être aussi l'heure de passer un cap sur ce tournoi, parce qu'on a un quart l'année dernière. Ensuite, on avait eu une demi, un quart et un huitième en Grand Chelem. Donc c'est un joueur qui commence à être régulier en deuxième semaine, qui montre de plus en plus de stabilité, là où peut-être il y a quelques temps, il y a 1 an, 2 ans, on pouvait regretter un peu ces pluies de fautes parfois chez Auger-Aliassime, qui débranchait un peu le cerveau, justement comme son compatriote Shapovalov, dont on va parler d'ici quelques instants. Et on a un tableau qu'on a commencé à mentionner bien sûr, hein, il y a quelques minutes, mais qui me semble pouvoir lui correspondre, même si on a un premier tour un petit peu piège, difficile, avec Maxime Cressy, qui lui aussi a un jeu pour bien jouer sur gazon. Ensuite, ça peut quand même avancer relativement sereinement. On a Jacques Chaussette,
En R2, on a du Evans, mais on a surtout envie de voir, comme tu l'as dit, Auger Aliassime, Nadal en quart. Clairement, on a envie de le voir ce match, on a envie de voir cette espèce de revanche de Roland Garros. Et tout ce qu'on espère, c'est qu'il ne mettra pas autant de temps à passer le cap en Grand Chelem qu'en finale ATP, parce que sinon, ça va être très long pour lui. On se retrouve à la fin de la décennie pour Félix Auger-Aliassime, du coup. Alors, maintenant qu'on a dressé les portraits des principaux favoris et outsiders, on va basculer un peu sur les Factor X, les joueurs intéressants mais qui ne nous semblent pas pouvoir remporter le tournoi. Et on va commencer avec Carlitos, qui n'a pas fait de prépa sur gazon cette saison. Petite gêne au coude, la même, il me semble, qu'à Umag, où il avait remporté le tournoi contre le GOAT Ricci. On est à 32 victoires, 4 défaites pour Carlitos. Ça a gagné Rio, Miami, Barcelone, Madrid cette saison. Le tube du printemps pour Alcaraz. La hype, j'ai l'impression, est en train de... comme un soufflet, tu vois, c'est en train de redescendre un tout petit peu, mais on le sait que ça ne tardera pas à remonter. Au niveau technique, au niveau tactique, il a exposé une grosse faiblesse. Ça, c'est comme une dinguerie, hein, contre Ramos Vinolas à Roland Garros, qu'il a exposé sur son revers, qui a joué à plat, qui l'a vraiment goumé sur ce revers. C'est une faiblesse qui avait été également partiellement exploitée par le Z, qui ne jouera pas ce tournoi de Wimb. Mais quand même, je pense qu'on a une palette technique et une compréhension du jeu qui doit lui permettre de bien jouer sur cette surface. Après, il y a un petit manque de taille. Le service kické, c'est pas forcément l'arme transcendante sur cette surface. Tu le sens comment, Carlitos, en sachant qu'il a un R1 quand même assez tendu contre Struff? Moi, j'ai un peu peur pour lui parce qu'il a l'air de manquer énormément de repères. Et le gazon, c'est une surface où il faut soit avoir de l'expérience, soit être anglais pour performer. Il y a deux possibilités, il en a aucune des deux. Et effectivement, il a un début compliqué, et puis voilà, on l'a vu hier, je sais pas si tu as regardé un petit peu, mais il a fait un match d'exil contre Tiafoe, et voilà, ça a donné un 6-4, 6-2 Tiafoe, et on voit que pour l'instant, le jeu de jambes n'est pas adapté à cette surface, et j'ai peur que ça lui pose quand même beaucoup de problèmes sur 2 semaines. Surtout que derrière, il a éventuellement au 3e tour un mec qui s'appelle Oscar Rotheux, et dont on va peut-être parler un petit peu après, mais qui peut être un petit épouvantail et un peu chiant à jouer parce que il force est de constater qu'il performe pas mal quand même. Ouais, ne ratez pas, hein, le Otto Gojovic au premier tour. Là, je pense que ça peut être un match assez sympa, hein, entre les deux Allemands. Ouais, Carlitos, en fait, on a vu aussi sur terre battue que même s'il arrive à très très bien jouer sur terre battue, c'est pas la question, mais je trouve que son jeu de reprise d'appui explosif et sa manière de prendre la balle aussi très tôt parfois, c'est quand même beaucoup plus adapté sur dur. Mais bon, je reste quand même convaincu qu'il a les armes pour performer. Après, comme tu l'as dit, il y a certainement un manque d'XP sur la surface, et il va falloir être bon vite, hein, parce que Struff, ça va envoyer des aces dans tous les sens. Et là, il n'y aura pas de tour d'observation pour Carlitos. Il faudra être tout de suite d'attaque sur ce tournoi. On a également un Factor X en la personne de Nick Kyrgios. On va dire quand même un petit mot sur Laminic, hein, qui a un tableau plutôt sympa pour une non-tête de série. Il pouvait être tête de série, mais il n'a pas réussi à remporter le match qu'il fallait pour intégrer les 32. Tu le sens comment, Nick, toi, de ton côté, maestro? Nick, moi, c'est un mec dans qui j'ai de l'espoir. Mais malgré tout, il y a le côté rationnel de mon cerveau qui se dit il peut pas tenir 2 semaines. Et j'espère juste qu'il aura la décence et le plaisir de nous faire plaisir en tenant jusqu'au 3e tour. Oui. Passe pour nous offrir un match popcorn, golden, tout ce que vous voulez. Et après, il fait ce qu'il veut. S'il veut tank, après il tank, mais au moins qu'il nous offre un match de fou contre Tsitsipas. Ouais, on veut le voir, hein. Alors, il va jouer Paul Jube au premier tour. Et ensuite, ce sera éventuellement Krajinovic, où il peut totalement se saborder. On le connaît, hein, Kyrgios, la densité mentale, c'est pas sa qualité première. Belle prépa sur gazon, quand même, je trouve, en étant battu simplement par Murray et Hurkacz. Il a montré, il l'a dit d'ailleurs, hein, qu'il se sentait top 10 sur la surface. C'est difficile de le démentir quand on observe ses qualités, ce qu'il est capable de produire. Pour moi, ça reste quand même un joueur de set gagnant, hein. J'ai du mal à le voir faire quelque chose de grand, une épopée, une percée sur ce tournoi. Il a fait un quart à Wimb en 2014. Ça remonte, hein. Ça remonte carrément. Ouais, et un autre à l'Open Australie 2015. Et depuis, on a 4 huitièmes de finale. Et sinon, c'est que des
des apparitions assez brèves hein, pour Kyrgios. Donc impossible de le voir, même en outsider. S'il venait remporter ce tournoi, ce serait une faille spatio-temporelle hallucinante. Mais en tout cas, un joueur à observer, bien sûr, dans ses premiers tours, au moins. On a également un petit mot sur le demi-finaliste de la saison précédente, avec Denis Shapovalov, qui nous fait une saison sur gazon. Maestro, on la qualifie comment? T'as un mot ou pas? Je pense que... légendaire. Oui. Phénoménal. Je sais pas s'il y a assez de mots. J'hésite entre phénoménal et apocalyptique. Je suis un peu partagé entre les deux, quoi. C'est entre les deux, ouais. C'est difficile de trancher, mais... fascinant. Oui, il est fascinant parce que on s'attendait à quelque chose de grand pour Chapeau, après ce qu'il avait montré en 2021, partiellement, et également un peu en début de saison. Et depuis Rome, c'est plouf, en fait, 5 défaites consécutives. Il met plus un pied devant l'autre, il fait n'importe quoi, il tank, il lâche, plus de fautes. Battu par Oteux, Paul et Bonzi sur cette prépa pré-Wimbledon. Beaucoup de mal à le voir faire quelque chose dans ces conditions. On rappelle un peu son tableau, il aura Rinder au premier tour, donc ça peut tomber, ça peut tomber n'importe quoi, mais ça peut aussi avancer et se retrouver un peu miraculeusement. Je sais pas trop quoi dire sur Chapeau, si ce n'est garder les yeux grands ouverts. Bah ouais, parce qu'on s'attendait à quelque chose de grand, comme tu l'as dit, mais à quelque chose d'aussi grand, je sais pas si on était prêt à avoir un truc pareil. Bon, après, c'est vrai qu'il a Rinderknecht au premier tour, qui peut éventuellement être chiant, mais derrière, il a Nakashima Okun, ça peut te permettre de redonner un peu de confiance. Derrière, c'est Bautista, c'est pas le mec le plus horrible à jouer sur gazon. Voilà, ça peut progressivement se donner confiance. Même Tsitsipas ou Kyrgios, voilà, c'est malgré tout des mecs qui sont pas si mauvais que ça à prendre dans un tableau, donc sait-on jamais. Mais honnêtement, quand tu vois ce qu'il a montré récemment, ce serait encore une fois rentrer dans une faille spatio-temporelle que de le voir faire une demi comme l'année dernière, par exemple. Ouais, bien sûr. C'est en fait un très bon Denis avancerait dans le tableau et serait même, je dirais, favori contre les joueurs que tu as cités, hein, Tsitsipas et peut-être même Kyrgios, même si Kyrgios, bon, c'est un coupeur de tête, c'est peut-être le plus gros coupeur de tête du circuit qui n'est pas très bien classé. Mais ouais, Chapeau, je sais en plus qu'il y a des fans de Chapeau sur la chaîne, il y en a beaucoup, hein, ils se signalent parfois dans les commentaires, et je pense qu'ils sont très tristes en ce moment, j'ai envie de leur dire courage. On va terminer cette vidéo avec deux dernières petites rubriques. D'abord, une surprise pour toi, Maestro, on en parlait un peu en off. Est-ce que tu vois quelqu'un là qu'on n'a pas cité qui serait capable de s'extraire de ce tableau diabolique et de faire une deuxième semaine? Ouais, alors moi, celui que je vois, alors j'ai un peu de doute sur sa capacité physique à tenir, mais il y en a un que j'aime bien, c'est Tiafoe. Je trouve qu'il a un tableau plutôt sympa et il est avec Ruud dans la partie tableau, et ça fait toujours plaisir, je pense, quand tu vois que tu tombes avec cette tête de série là, quand tu es avec la tête de série numéro 3 avec c'est Casper Ruud sur gazon, tu te dis qu'il y a possibilité. Il joue à Vasori au premier tour, Marterer derrière, ensuite Carreno, ensuite Ruud, puis pourquoi pas Hurkacz, donc voilà, je pense que un quart de finale serait pas forcément si impossible que ça pour Frances s'il met du sien et qu'il arrive à rester focus pendant 2 semaines, au moins 1 semaine déjà. Bon, moi je vais pas être très original, hein, je vais mettre une petite pièce sur Kyrgios, ce qu'il a montré ces derniers temps, son implication, même si sa densité mentale pose question. Je pense qu'il a le talent tennistique en tout cas d'aller en deuxième semaine. Pour ça il faudrait certainement passer Steph ou alors Jordan Thompson. Peut-être, sait-on jamais. On arrive au moment crucial de cette vidéo, Maestro. Qui va remporter Wimbledon 2022 selon toi? J'aurais bien dit Gasquet, mais malheureusement, je pense que je vais devoir dire allez, Rafa, parce que j'ai tellement envie de voir un grand chelem calendaire à cet âge-là, un truc improbable pour clore cette idée de l'époque incroyable qu'on a vécue avec Federer, avec Djokovic, avec Rafa, même avec Murray, Wawrinka. Bon voilà, on peut en citer des tonnes, mais voilà, on va rester dans le Big Three. Mais ouais, je voudrais voir un grand chelem calendaire à cet âge-là, ce serait magnifique. T'étais pas né pour Rod Laver, t'étais pas encore... Malheureusement, je suis
pas sûr. J'ai pas trop de souvenirs, mais je suis pas sûr quand même. Je croyais que t'allais dire Gaël Monfils pour le titre. Moi, je vais... Def, mais bon. Je vais être très prosaïque, hein. Je vais rester sur Novak. Même si j'ai une petite interrogation, hein, sur la pression qu'il va avoir sur les épaules. On dit souvent Novak c'est un joueur qui résiste très bien à la pression, il est très très fort dans ses conditions, mais finale de Roland 2020, bon après c'est toujours contre Nadal mais, et à Roland Garros, mais il a montré parfois quelques petits tilts, quelques petites failles. Ici et là ce serait très fort de remporter ce win, en sachant que, comme on l'a dit en début de vidéo, il y a de grandes chances qu'il puisse pas jouer l'US Open, et en fait sa saison s'arrêterait là, hein, dans 15 jours, donc une victoire de Novak de mon côté, une victoire de Rafa de ton côté. On se retrouve bien sûr tous les jours de la quinzaine, hein, sur Service Volé pour suivre au quotidien, normal, tous les jours quotidien, avec la formule des digests bien entendu. On retrouve Maestro Tips sur Twinner Time, sur ton Twitter, il y aura les liens dans la descro. Donc c'était un plaisir, n'hésitez pas à lâcher un pouce et un commentaire et à vous abonner si ce format vous a plu. On se retrouve dès lundi pour le premier tour de Wimbledon. Ciao.